Ok, bonne surprise. Bonjour à tous, je m'appelle François Förster, je suis postdoctorant à Strasbourg. Du coup, j'ai fait une présentation vraiment orientée grand public avec un minimum de jargon scientifique. Parce que je me suis dit, au final, si c'est vraiment des étudiants en L1, L2, peut-être ce qui va surtout les intéresser, c'est pas simplement les questions de recherche qu'on a, mais c'est aussi les parcours, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Parce que moi, quand j'étais en L1, L2 de psychologie, ma question, c'était surtout, j'aime bien ce que je fais maintenant, mais est-ce que je vais être au chômage en 3 ans? Et qu'est-ce que je vais faire comme master? Comment m'orienter? Quel choix faire? Donc, je vais vous parler surtout de ça. J'étais censé faire cette présentation avec Alana Arouet, qui est une doctorante dans mon labo et qui malheureusement ne peut pas être là dû au Covid. Alors, je vais d'abord présenter 2 slides par rapport à ce qui explique un peu son parcours. Ensuite, je vais parler de mon parcours, qui est un peu hétérogène dans le temps. Et ensuite, je vais parler un peu de ce que je fais maintenant à Strasbourg et de ce que fait certains de mes collègues dans mon labo. Et voilà. Et donner un peu surtout mon ressenti à travers ces différentes années et voilà, qu'est-ce qui m'a plu ou pas là-dedans. Donc, je travaille maintenant pour l'INSERM à l'hôpital civil de Strasbourg. Alors, en ce qui concerne Alana Arouet, du coup, elle a fait sa licence une licence de biologie ici à Strasbourg. Voilà. Ensuite, elle a enchaîné avec le master de neurosciences cognitives encore à Strasbourg ici pendant 2 ans. Et à la fin de son master, elle est passée par l'école doctorale. Non, pardon, elle n'est pas passée justement par l'école doctorale. Elle a trouvé un financement en co-tutelle via la collaboration franco-québécoise pour la recherche. Et du coup, elle fait une thèse qui est à moitié à Strasbourg et à moitié dans la ville de Québec, l'Université de Laval. Et du coup, elle attend un peu la dissolution de ce Covid pour pouvoir continuer sa thèse au Québec. Alors, elle, son conseil, qui correspond assez au mien, c'est faites des stages le plus tôt possible pour vous aider à vous orienter en tant qu'étudiant. C'est ce que les autres présentateurs ils disent aussi avant. Dans son cas, son tout premier stage, c'était à l'INSEE, du coup ici, l'Institut de neurosciences cellulaires intégratives, en 2e année. Et elle, son ressenti, c'est que c'était pas facile de faire de la recherche sur l'animal. Du coup, ensuite, dans sa première année de master, elle est venue à l'INSERM, où du coup, elle a travaillé chez l'homme. Et le labo et la thématique lui ont plu, mais pas forcément exactement le projet de recherche. Du coup, en 2e année de master, elle est revenue à l'INSERM, où là, elle a changé de projet, et ça lui a beaucoup plu. Et ça lui a beaucoup plu malgré les difficultés liées à la pandémie. En tout cas, ça lui a tellement plu qu'elle a essayé de faire une demande de bourse pour continuer un peu ce projet en co-tutelle, c'est ça, entre la France et le Québec. Et maintenant, voilà, elle fait son doctorat sur un peu le même projet qui correspond un peu à ce que je fais maintenant. Donc, en fait, ce que je fais maintenant, je vous ai expliqué tout à l'heure, ça correspond pas mal à ce qu'elle fait également. Alors, avant ma licence, moi, j'ai fait un bac technologique, sciences et techniques de l'ingénieur. Donc, pareil, ça n'a rien à voir avec aucun background lié à la psychologie, mais je me suis quand même lancé en psychologie. Et voilà, je ne me suis pas démotivé, j'ai quand même réussi à passer à travers les années. Même si je n'étais pas le meilleur, je suis quand même passé à travers. Et ma première expérience de recherche, c'était dans le sous-sol de la fac de psycho, du coup, au LNCA, pour mon travail d'études de recherche, le TER, où du coup, j'étudiais la mémoire spatiale chez le rongeur, comment on est capable de se repérer, s'orienter dans l'environnement. Et là, pareil, comme d'autres, j'ai pas super kiffé travailler avec des rongeurs, même si au final, c'était sympa. On les faisait nager dans un labyrinthe, dans une piscine, donc il n'y avait rien de super dérangeant. Mais moi, ce qui m'intéressait vraiment au final, c'était vraiment travailler, étudier les fonctions mentales, cognitives chez l'homme. Et ce qui m'a vraiment aidé, c'est ensuite, durant ma licence, de faire 2 différents stages en neuropsychologie, du coup les aspects cliniques, que j'ai fait pendant l'été. J'avais la possibilité, j'avais un peu le temps pour le faire. J'ai fait ça dans le coin, du coup. Et là, j'ai su que, du coup, je voulais même pas forcément, au final, faire vraiment de la neuropsychologie clinique, mais que ce qui m'intéressait vraiment, c'était vraiment d'étudier et comprendre les fonctions mentales chez l'homme. Alors, je me suis orienté vers un Master 1, d'abord un Master de psychologie cognitive. Je suis parti à Grenoble faire ça. Du coup, là, j'ai un peu suivi, j'ai continué à faire j'ai fait un mémoire sur la mémoire spatiale et épisodique chez l'homme. Du coup, un peu ce que je faisais chez la souris avant, mais du coup, je l'ai fait chez l'homme. Et là, je me suis rendu compte avec un autre stage que j'ai fait, je l'ai pas marqué,
à l'hôpital de Grenoble en neuropsychologie, où j'avais travaillé sur Parkinson. Là, je me suis dit qu'au final, non, ça m'intéresse vraiment, c'est la recherche chez l'homme. J'ai vraiment envie de faire ça. Alors là, je suis passé du M1 à l'université, je suis passé à un M2 à l'Institut national polytechnique de Grenoble pour un master qu'ils appelaient un an de master, qu'ils appellent sciences cognitives, qui est en fait très large. Ça englobe à la fois des psychologues, des neuroscientifiques, mais des ingénieurs qui font par exemple de l'intelligence artificielle, des choses comme ça, des linguistes, des philosophes, des gens un peu de tous les domaines qui s'intéressent en fait aux fonctions cognitives, mais pour les étudier et les comprendre de manière super hétéroclite, quoi. Et par exemple, là, j'ai complètement switché. J'ai fait mon mémoire en fait sur ce qu'on appelle les interactions humain-robot, où là, mon directeur de mémoire, qui était ingénieur et roboticien, il voulait typiquement là un étudiant profil psychologue pour étudier comment les gens, les utilisateurs interagissent avec une machine de type robotique. Et mon sujet à ce moment-là, c'était de savoir comment designer des yeux de robots pour faciliter cette interaction avec les utilisateurs. Et du coup, en fait, c'est évaluer le comportement. Et quand on a une formation de psychologue, c'est plus adapté à ça qu'une formation en robotique, par exemple. Et ça s'est très bien passé, ça a été publié. Donc, c'était cool pour une conférence. Et là, je voulais me lancer dans la recherche. Vraiment, je voulais faire une thèse. Mais pareil, j'ai jamais été le top des étudiants. Alors, j'ai commencé à postuler un peu partout dans le monde. C'est ce qui m'a permis de trouver une thèse, vraiment. C'est d'être mobile, d'être prêt à bouger. Et je suis tombé sur une offre de thèse en Angleterre, à l'université de Plymouth, où du coup il y avait ce projet européen énorme qui était basé justement en robotique cognitive. Du coup, pas vraiment ce que je sais faire. J'étais pas roboticien, mais au sein de ce projet européen, c'est vraiment des roboticiens qui posaient la question de savoir comment est-ce qu'on peut fabriquer une machine qui va manipuler des objets ou l'environnement aussi bien que fait l'être humain ou les animaux, et basé sur les fonctions en fait corticales, cérébrales. Du coup, la question que j'avais pour ma thèse, c'était comment le cerveau sait comment manipuler correctement les objets, étant donné l'infinité de possibilités. On peut attraper des objets d'infinité de possibilités. Et ça, les robots, ils savent pas le faire pour l'instant. Donc, par exemple, comment ça se fait que quand on va attraper notre téléphone, on sait exactement bien l'attraper et qu'on sait automatiquement comment bien l'utiliser, poser nos doigts pour utiliser les boutons, ou pareil, quand on est en terrasse. Depuis récemment, comment on sait précisément comment attraper notre verre, main gauche, main droite, en fonction de la anse et en fonction que notre verre est vide et plein. Donc, tout ça, c'est des facteurs que notre cerveau prend en compte pour être sûr qu'on attrape l'objet sans qu'il tombe et sans qu'il casse. Et du coup, j'ai fait une thèse là-dessus pour après ensuite aider des roboticiens, des gens qui font de l'intelligence artificielle, savoir comment on pourrait un peu simuler le cerveau et les fonctions humaines pour faire un truc qui marche, quoi. C'est des gros enjeux en fait en robotique. Et moi, je m'intéressais aux oscillations cérébrales. Donc, ce cerveau qui est une grosse machine qui envoie des signaux d'une partie à l'autre, différentes aires corticales, et qui a l'air de générer des oscillations et qui représente un moyen de communication pour s'échanger de l'information. Et donc, pour ce faire, je me suis lancé dans l'EEG. Du coup, ça représente des signaux un peu comme ça. Bon, ceux-là, ils sont un peu moches. La présentation d'avant, c'était beaucoup plus propre. Mais là, derrière, en fait, il y a plein d'oscillations, des rapides, des lentes. Et je voulais savoir si ça avait un lien avec notre capacité à attraper correctement des objets, par exemple. Alors, un EEG, ça correspond à ça. Un genre de bonnet qu'on met sur la tête avec des petits capteurs qui sont posés sur la surface du scalp et qui vont enregistrer l'activité principalement corticale, du coup la surface du cerveau. Et pour mimiquer une situation où c'est la première fois qu'on doit interagir avec un objet, comme le ferait un enfant de 2 ans dans un nouvel environnement, ou en fait un robot qui doit apprendre à manipuler son environnement, j'ai utilisé la réalité virtuelle, où j'ai mis des gens dans un environnement tout nouveau et ils ont appris un petit truc qui manque, c'est pas grave, ils ont appris à manipuler des nouveaux objets. Alors normalement, il y a une petite vidéo qui devrait marcher, j'espère que ça va pas trop laguer chez vous. Donc par exemple, ce que je faisais, c'est que... ça marche pas bien comme ça. Ce que je faisais, c'est que je mettais les gens en réalité virtuelle, par exemple dans mon labo. J'enregistrais l'EEG en même temps qu'ils étaient en réalité virtuelle. Et ce qu'ils faisaient, vous pouvez le voir en bas, ça c'est un environnement virtuel où les gens ils manipulent par exemple des nouveaux objets, comme le ferait par exemple un enfant ou un nouveau robot, une machine. Et l'idée, c'est de savoir comment le cerveau va apprendre à manipuler ces objets de manière efficace. Et là, c'était des choses super loufoques et scientifiques
C'est par loufoque et science-fiction, où il devait créer des choses complètement loufoques. Du coup, ça c'était... Oups, avant de revenir, ça c'était vraiment mon projet de thèse. Je vais juste revenir. Oh, tant pis, pas grave. Ça c'était vraiment mon projet de thèse. Et pour moi, la thèse, c'était une opportunité de faire quelque chose qui me plaît, avec énormément de liberté, vous faites ce que vous voulez. Et pour moi, c'était aussi, je voulais un peu développer des compétences dans le cas où je voulais pas continuer dans la recherche et de prendre ça comme une opportunité. Vous avez 3 ans pour faire des choses qui vous plaisent, vous pouvez apprendre ce que vous voulez. Du coup, là, j'ai vraiment appris à faire pas mal de programmation, beaucoup d'analyse de données, apprendre à utiliser la réalité virtuelle et de l'EEG, qui du coup, au final, ça m'intéressait beaucoup, c'était fun. Et maintenant, en fait, ça peut être utilisé, je pourrais utiliser ces compétences en dehors de la recherche publique. Et en fin de thèse, j'ai cherché à continuer dans la recherche, du coup, en utilisant ces techniques, réalité virtuelle et EEG. Et j'ai vu cette offre de Hirsch, docteur Hirsch, qui est psychiatre ici à l'hôpital civil de Strasbourg, en service de psychiatrie, et qui avait un autre projet européen, pareil, où il fallait faire de l'EEG et de la réalité virtuelle pour évaluer et proposer des nouvelles solutions pour des maladies psychiatriques. Et du coup, le labo où je suis, on étudie la neurophysiologie et la neuropsychologie de la schizophrénie. Du coup, c'était vraiment orienté schizophrénie. Et j'ai changé de thématique de recherche. Et l'une des questions de recherche que j'ai maintenant avec Alana et d'autres collègues et Anne Hirsch, c'est est-ce que la capacité du cerveau à ordonner les événements a un lien avec les symptômes qu'on peut retrouver dans la schizophrénie. Donc, juste 2 mots par rapport au cerveau et en fait au temps, puisque la grosse thématique, c'est lié au temps, qui peut paraître assez abstraite. Du coup, dans notre vie quotidienne, le temps passe dans un sens, il ne va jamais en arrière, il va toujours de l'avant, toujours vers le futur. Et le cerveau, c'est une machine qui, d'une part, reçoit toutes ces informations sensorielles de notre vision, de notre ouïe. Et par exemple, pour la vision, en fait, les photons arrivent dans notre œil, dans nos yeux. Les yeux vont transformer cette information électrique, vont l'envoyer dans le système visuel. Et ce que reçoit en fait le système cérébral, visuel, c'est des petits événements comme ça, de tous les pixels. En fait, on peut imaginer ça comme un écran. C'est comme ça que j'imagine. Des pixels qui arrivent comme ça. Et la fonction du cerveau, c'est ensuite de lier tout ça dans le temps pour recréer une sensation de continuum et qui nous donne notre expérience consciente que ce qu'on voit, en fait, c'est comme un film et c'est pas juste des images l'une après l'autre qui se succèdent très rapidement. Et du coup, l'une des fonctions du cerveau qu'il doit absolument faire, c'est de mettre ces événements dans l'ordre correct. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et qu'est-ce qui se passe s'il n'est pas capable de faire ça correctement? Est-ce que ça peut être lié aux symptômes qu'on trouve dans la schizophrénie? Ce qu'on appelle par exemple les symptômes positifs, tels que les désillusions, sensation par exemple de ne pas être vraiment dans notre corps, les hallucinations, ça peut être visuel, auditive, ou même des sensations de toucher par exemple, et la désorganisation de la parole, donc parler mais sans vraiment avoir de fil rouge, et les autres symptômes qu'on appelle négatifs, donc en fait le fait de se ressentir moins d'émotions ou de parler moins également, et d'avoir un manque d'initiative. Une autre question de recherche que j'ai, c'est est-ce que la vitesse du traitement du cerveau peut être modulée, changée par rapport à nos expériences de la vie quotidienne, par exemple en fonction de notre travail, de nos pratiques sportives, ce genre de choses. Là, par exemple, le cerveau doit organiser dans le temps les différents événements perceptuels et les lier. Si je vous montre, par exemple, 2 points rouges qui apparaissent sur l'écran, mais qui sont décalés, l'apparition des points rouges sont décalés de quelques millisecondes, 3-4, vous n'allez pas être capable de me dire qu'ils sont vraiment arrivés en décalé, parce que c'est trop rapide pour le traitement de l'information visuelle pour le cerveau. Donc en fait, là par exemple, dans certains cas, on arrive autour de 10 millisecondes, le seuil. Est-ce que ça peut diminuer, par exemple? Est-ce que c'est plus bas dans les pathologies psychiatriques? Est-ce que ça peut être augmenté ou contrebalancé à travers d'autres pratiques de la vie? Pour ça, en fait, je me suis intéressé aux jeux vidéo, aux gens qui jouent aux jeux vidéo, en réutilisant de la réalité virtuelle et de l'EEG. Et là, en fait, cette thématique, ce qu'on appelle la cognition temporelle, la capacité au cerveau à traiter l'information dans le temps ou à anticiper les choses qui vont se passer dans le temps.
Par exemple, quand vous poussez la porte et que vous regardez la porte, vous savez qu'elle va claquer. Vous anticipez le son et du coup, vous n'avez pas un effet de surprise. Et du coup, j'ai utilisé la réalité virtuelle pour faire quelque chose un peu fun, pour pouvoir ensuite l'appliquer en clinique et utiliser la réalité virtuelle pour comprendre les mécanismes cérébraux. Et du coup, ce qu'on voit à la milliseconde à l'EEG, par exemple, ce genre d'activité, le temps y passe et on voit que ça change en fonction des stimuli perceptuels, de ce que les gens voient. Ça va engendrer différentes activités cérébrales. Alors, j'ai une autre vidéo qui va montrer un peu ce que j'ai fait l'année dernière. Et l'idée d'utiliser les jeux vidéo, c'est de savoir si effectivement les gens qui jouent aux jeux vidéo, ils ont une faculté cognitive un peu augmentée et qu'on sait qu'elle est diminuée en psychiatrie. Peut-être qu'on pourrait ensuite designer des jeux vidéo pour faire spécifiques, pour faire de la réhabilitation ou du dépistage de la schizophrénie. Et ça, par exemple, aux États-Unis, ça a été mis sur le marché, un jeu vidéo pareil pour les troubles de l'attention chez l'enfant. Du coup, l'idée, c'est est-ce qu'on peut faire pareil pour d'autres pathologies, et notamment les trucs voilà, dans la schizophrénie, dans la pathologie psychiatrique de manière générale. Et je travaille dans mon projet européen. Du coup, on travaille directement avec même plus une start-up, c'est déjà une belle entreprise, je pense, qui font de la réalité virtuelle, qui développent des petits programmes en réalité virtuelle pour les psychothérapeutes. Et l'idée, c'est que ils ont toujours pas de produit, ils n'ont pas de solution pour les troubles psychiatriques. Et du coup, j'aurais déjà fourni un de ces programmes que j'avais fait. Et maintenant, on attend les résultats pour voir en fait si c'est vraiment une raison valable pour l'utiliser. Du coup, au labo à Strasbourg, un peu comme avant, voilà, on est en réalité virtuelle avec de l'EEG et le casque. Et là, je demande aux gens d'interagir avec des petits robots, essayer de faire un truc un peu fun. Et là, par rapport aux ordres des événements, ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec 2 points rouges, j'ai fait un peu ça en fait en réalité virtuelle, où les gens, il y a 2 lumières rouges qui apparaissent en même temps ou pas. Donc là, par exemple, les 2 lumières rouges sont arrivées avec un léger décalage, mais le décalage est tellement petit qu'en fait, la plupart du temps, on ne le voit pas. Mais on voulait savoir si les joueurs de jeux vidéo, ils arrivent à voir ce décalage. Et spoiler, oui, ils arrivent à mieux le voir. Voilà. Et une autre tâche qui étudie aussi la cognition temporelle. Donc, c'est la capacité à anticiper, par exemple, une lumière qui va apparaître dans le futur proche. Voilà. Donc, là, les gens doivent appuyer la lumière rouge. Et ils savent qu'une fois que la lumière verte elle a apparu et qu'elle disparaît, la lumière rouge va apparaître. Du coup, ils doivent anticiper cette lumière rouge et appuyer ce bouton. Ça, c'est un peu embêtant, c'est un peu ennuyant, mais on pourrait modifier ce paradigme pour après l'utiliser vraiment dans la clinique. Et par exemple, à l'EEG, quand ces gens vont anticiper cette lumière rouge pour appuyer le plus vite possible, ce qu'on va voir, c'est que dans le temps, on a une activité cérébrale qui va apparaître très rapidement. Cette activité bleue, là, en fait, c'est des ERP également. Donc, on appelle ça une CNV, le jargon. Je voulais éviter le jargon, mais voilà. Et du coup, en fait, cette activité-là pourrait représenter notre capacité à anticiper quelque chose dans le temps. Donc, l'autre manière de regarder ça, en fait, c'est ça. Du coup, c'est bleu, ça devient négatif. Ça veut dire que là, la lumière verte, elle s'éteint. On a un pic et ensuite, ça devient négatif de plus en plus jusqu'à ce que la lumière rouge, elle apparaît. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on peut dire aux gens si la lumière rouge va apparaître là ou on leur dit pas. Du coup, ils doivent juste se baser sur le temps qui passe. Et le fait qu'on leur dit ou pas, en fait, ça va changer cette activité ici. Donc, en fait, c'est-à-dire que théoriquement, à travers l'utilisation de l'EEG, on pourrait savoir si la personne ou pas, elle a anticipé quelque chose dans le temps. Donc, par exemple, voilà, là, c'est par exemple quand on est au feu rouge en tant que piéton ou automobiliste, on sait que ça va devenir vert. Est-ce qu'on anticipe la lumière verte ou pas? Et si on a des troubles liés au temps, en fait, on pourrait utiliser ce genre d'études pour savoir si les gens ont cette capacité, font ce traitement cognitif ou pas. Et ensuite, on pourrait comparer ça justement à des populations cliniques. Maintenant, juste 2-3 mots par rapport à d'autres collègues de mon labo. Je travaille également avec Anne Bonnefond, qui enseigne en psychologie ici à Strasbourg, et elle étudie l'attention, et plus précisément l'attention soutenue, donc la capacité vraiment à se concentrer et à faire ce qu'on fait pendant une longue période de temps, par exemple suivre un cours d'une heure, et étudie particulièrement les bases de l'inattention. Donc qu'est-ce qui se passe, pourquoi des fois on devient inattentif, et essayer de comprendre les mécanismes neurocognitifs liés à ces déficits d'attention soutenue. Donc l'incapacité vraiment à se rester concentré sur une longue période de temps.
et je cherche à regarder les spécificités de ces déficits. Est-ce qu'il y en a sous différentes formes? Est-ce que, une fois qu'on a compris ces différents déficits, on pourrait ensuite développer des outils thérapeutiques, par exemple pour les troubles d'une attention qui touchent une énorme partie de la population? Je ne suis pas sûr, mais il me semble que ça représente 10% quand même, c'est assez énorme. Du coup, c'est quelque chose d'important. Voilà. Du coup, essayer déjà de trouver, d'établir, d'évaluer les états attentifs, inattentifs à travers des tests basés sur ordinateur, chose assez simple. Et ensuite, pareil, elle fait de l'EEG également pour essayer de comprendre les mécanismes cérébraux derrière le fait qu'on soit attentif ou pas. Pour faire simple et court, vraiment. Au labo, on a aussi le professeur Fabrice Bernat, qui est psychiatre. Lui, il s'intéresse aux troubles de l'identité de soi dans la schizophrénie. Et l'idée, c'est de proposer avec la recherche, à travers la recherche, d'essayer de construire de nouveaux programmes de réhabilitation de la mémoire autobiographique chez ces patients schizophrènes, puisque du coup, dans la pathologie, ils ont des troubles de la mémoire autobiographique. Du coup, ils ont du mal à se souvenir de leur passé. Du coup, ils sont un peu perdus sur le fait qui ils sont, et ça engendre du coup d'isolation sociale, qui engendre des symptômes négatifs tels que justement diminution de la parole, le manque d'initiative et tout ça, la motivation. Et on a également au laboratoire le professeur Laurence Lalanne-Tongio, qui, elle, est psychiatre et addictologue et qui étudie les liens entre la consommation de cannabis et les troubles cognitifs dans la schizophrénie. Puisque, en fait, dans les populations psychiatriques, il y a quand même pas mal de consommation de cannabis. Et du coup, dans nos études cliniques, c'est pas toujours facile de faire la différence entre des troubles liés en fait à une surconsommation de cannabis ou si c'est vraiment lié à la schizophrénie, par exemple. Donc ça, c'était vraiment pour faire court par rapport à certains de mes collègues. C'est juste dans le cas où vous cherchez des stages et que ça vous intéresse, vous avez des thématiques présentées. Donc, personnellement, juste, moi, ce que je dirais, c'est vraiment, en tant qu'étudiant, essayer de faire le plus d'expériences possible à travers les stages. Ça vous aide vraiment à savoir ce que vous voulez faire. Et c'est important parce que vous cherchez à faire des choses qui vous plaisent. Vous n'avez pas envie de faire des études pour faire quelque chose qui ne vous plaît pas. Je dirais qu'il faudrait utiliser l'université pour voyager. C'est vraiment super. C'est une super opportunité. Après, dans le milieu professionnel, tout le monde vous dira que c'est beaucoup plus compliqué de partir à l'étranger ou ce genre de choses. Vous êtes à la fac, donc vous savez déjà que vous apprenez énormément par vous-même. Mais n'hésitez pas à développer des compétences qui sont autres. Moi, ça m'a énormément aidé d'un point de vue personnel et professionnel. Par exemple, durant utiliser ma thèse pour apprendre à programmer plein de choses. Et pour les licences en psycho, là, il faut oublier que ça reste des passerelles pour d'autres études et des métiers complètement différents. Vous pouvez faire des masters qui changent complètement. Ça peut être dans les métiers des masters de la communication, marketing, ressources humaines, ergonomie, même des choses dans le design. Voilà, c'est juste pour en citer quelques-uns. Dans l'économie, également. Voilà, il y a plein de choses possibles. Et n'hésitez pas à contacter les chercheurs, les autres étudiants, parce que tout le monde est ouvert à vous aider. Et voilà, contactez qui que ce soit aussi. Si vous êtes intéressé à faire des stages, les gens vous ouvriront vos portes normalement assez facilement. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, vous pouvez toujours me contacter aussi par email. Si vous tapez mon nom sur Google, vous tombez sur ma chaîne YouTube avec mes vidéos de mes études que j'ai pu faire durant ces 5-6 dernières années. Et puis, si ça vous intéresse, voilà. Et puis, voilà, n'hésitez pas à contacter. Voilà, merci pour votre attention. Ok, nickel. Bah, du coup, comme d'habitude, si vous avez des questions pour les gens qui nous regardent sur YouTube, n'hésitez pas à utiliser le chat. Donc, je vais toujours attendre 2-3 minutes, comme d'habitude. Si dans la salle, par hasard, vous avez des questions. Quand vous recrutez vos joueurs, est-ce que vous vous intéressez au type de jeu auquel ils jouent? Parce que le niveau aussi auquel ils jouent, parce que ça peut créer un biais. Ouais, non, absolument, c'est très important et du coup, je raccourcis ça là-dessus. Mais effectivement, en fait, je m'intéresse à certains types de jeux vidéo qu'on appelle les jeux d'action, qui correspondent principalement au FPS et qui, en fait, c'est une littérature gigantesque scientifique sur les effets bénéfiques du jeu vidéo sur la cognition. C'est juste qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce que ça engendre vraiment. Est-ce que c'est vraiment de la plasticité cérébrale qui engendre des capacités d'apprentissage augmentées ou pas? Et du coup, effectivement, c'est une très bonne question et c'est très important. Et moi, je m'intéresse à ça, aux gens qui font des FPS. Ouais, une question. La littérature sur les jeux vidéo, certes, il y a des améliorations, des bénéfices des jeux vidéo, mais ce que vous dites, un autre point de la littérature qui correspond à tous ces problèmes liés aux écrans, aux jeux vidéo, etc.
finalement, est-ce qu'il faut jouer avec des jeux vidéo? Absolument, c'est ça. Et c'est sûr que ça. Il y a... la question pour que, du coup, la question de Victor, c'était d'un côté, là, effectivement, on dit que jouer aux jeux vidéo, ça pourrait amener déjà améliorer l'anticipation temporelle. Fonction cognitive de manière générale. Fonction cognitive de manière générale. Ouais. Il y a l'autre aspect des jeux vidéo qui est très discuté en ce moment, c'est est-ce que les jeux vidéo, c'est plutôt néfaste? Est-ce que c'est ça? Et du coup, qu'en pense François par rapport à ça? Ouais, en fait, il y a les deux. Il y a énormément d'effets bénéfiques, mais il y a aussi des inconvénients, par exemple les problèmes d'addiction déjà aux jeux vidéo, qui engendrent du coup après des problèmes de motivation. Et voilà, effectivement, il y a des effets néfastes qui sont importants de contrôler si ensuite on veut créer par exemple un jeu vidéo pour des aspects cliniques. C'est pour ça que ça reste un outil clinique et qu'il faut bien contrôler pour ça également. Donc effectivement, oui. Et après, il y a les phénomènes liés, en fait, c'est ça, à l'exposition aux écrans. Ça, au final, je connais un peu moins, mais effectivement, c'est sûr qu'en fait, c'était montré. Ouais. Mais par exemple, les essais, programmes de réhabilitation qui sont proposés basés sur des jeux vidéo, ça correspond à 1 ou 2 heures par jour max. Effectivement, c'est pas. Et heureusement, ça veut dire que si on a les effets bénéfiques, on n'a pas besoin de jouer vraiment 10 heures par jour. Et ce qui engendrait du coup des problèmes d'addiction, du reclus social et tout ça, l'isolation. Et ça, il faut surtout pas que ça apparaisse. Il faut surtout pas que ça se passe. Ouais. Par rapport à la question qu'on a avant, dans le recrutement des joueurs, est-ce que vous avez un effet des jeux vidéo qui explique des améliorations cognitives, ou est-ce que finalement, vous êtes juste en train de recruter des personnes qui elles sont douées dans les jeux vidéo parce qu'elles ont naturellement des facultés plus importantes que la population générale? Absolument. C'est pour ça qu'il y a 2 manières de faire ces études-là. Soit on prend des joueurs de jeux vidéo et des gens qui ne jouent pas aux jeux vidéo et on compare. Ça, c'est la solution facile, honnêtement. Soit on prend que des gens qui ne jouent pas aux jeux vidéo, on fait jouer aux jeux vidéo la moitié de ces gens et ensuite on les teste. Et ça, malheureusement, c'est plus compliqué, ça prend plus de temps et d'efforts. Et en fait, les résultats de la littérature, pas les miens, mais ils disent que c'est vraiment lié à une pratique, même courte, en fait, des jeux vidéo. Donc, par exemple, dans la littérature, on demande aux gens de jouer 10 heures en 1 semaine, et après, on les teste, et on voit des effets bénéfiques. Du coup, en fait, ça peut être super court, et les effets, même, peuvent être à long terme. Si on les fait jouer 20 ou 30 heures sur un mois, en fait, on peut les tester 3 mois plus tard, et on voit d'un point de vue cognitif et même des changements structurels, fonctionnels du cortex vont changer légèrement, notamment, par exemple, les réseaux sensorimoteurs avec le striatum et le thalamus également, la matière grise, la quantité de matière grise qui augmente, ce genre de résultats qui a été prouvé. Voilà. Mais effectivement, c'est une très bonne question et il faut toujours réfléchir à ça. Oui, des questions. Pour l'instant, tu as déjà des données un petit peu qui vont dans ce sens-là ou... Oui, en fait, du coup, ça, c'est des données qui ont pris énormément de temps. Ça a pris 1 an et demi, toute l'année 2020, étant donné que ça a été un peu au ralenti. Donc là, je suis en train de rédiger les 2 papiers là-dessus. Effectivement, j'ai des effets bénéfiques sur les 2. Du coup, une capacité à anticiper les percepts dans le temps. En fait, le fin mot de l'histoire que j'ai dans le résultat, c'est que le fait de jouer aux jeux vidéo, ça nous permet de le faire à moindre coût. Du coup, en fait, c'est automatisé. Du coup, d'un point de vue cérébral, c'est beaucoup plus facile à faire. Et sur l'autre aspect, avec le tâche où on demande de regarder les lumières, comme j'avais dit, en fait, les joueurs de jeux vidéo, ils arrivent à mieux le voir. Du coup, peut-être ils ont une sorte de fonctionnement, traitement d'information qui est légèrement plus rapide. Mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé vraiment de preuves neuroscientifiques pour ça. Mais comportementalement, on voit le bénéfice. Et d'un point de vue des symptômes, ça réduit... Et pour les symptômes, alors... Oh, pardon, désolé, je laisse finir. Non, c'était pour demander si ça réduit des symptômes positifs, par exemple. Alors voilà, c'est une très bonne question. Et en fait, ce que je vous ai montré, ça, je vais le faire quasiment la même chose chez des patients schizophrènes, bipolaires et des sujets sains, pour comparer. Et malheureusement, avec le Covid, ça a été décalé. Et là, je suis sur le point de commencer. Du coup, je n'ai pas encore les données. Et je croise les doigts pour montrer qu'en fait, là où il y a l'amélioration chez les joueurs de jeux vidéo, c'est peut-être là qu'il y a déficit chez certains patients, par exemple schizophrènes et bipolaires, liés en fait à nos capacités d'anticipation dans le temps. Et si c'est le cas, ça veut dire que l'étape d'après, ça serait, par exemple, d'ici 2-3 ans, faire une étude justement d'entraînement. On va prendre des patients, on va leur faire jouer un
un jeu, disons, en espérant que ce n'est pas un truc trop ennuyant, qui va augmenter leur capacité cognitive liée au temps, et voir si en fait ça va avoir un effet bénéfique, genre réduire certains symptômes. Par exemple, les désillusions, les hallucinations. Ce serait génial. Mais là, on est encore à une étape de la recherche, un peu avant. Voilà. Ouais. Une question plus technique. Là, pour l'instant, vous avez travaillé avec des sujets simples. Ouais. En réalité, ouais. Est-ce que vous savez si chez les personnes schizophrènes, ils ont un problème avec le fait d'avoir un casque sur les yeux ou est-ce que c'est pas quelque chose qui est problématique parce que tout le monde ne va pas supporter d'avoir ça? Ouais. Donc a priori, parce que j'ai pas l'expérience pour répondre personnellement à cette question, j'ai pas encore cette expérience-là, mais a priori ça a déjà été prétesté et on est tout un projet européen avec plein de psychiatres et normalement il n'y a aucun problème. Il n'y aura aucun problème. Mais c'est vrai que personnellement, là je suis un peu comme vous. Moi personnellement, j'ai pas encore travaillé dans la schizophrénie, mais a priori il y aurait aucun souci à se faire là-dessus. C'est pas parce qu'on a des symptômes qui s'associent à la schizophrénie qu'on va réagir différemment lors d'une expérience en réalité virtuelle. Ce qui peut être le cas peut-être dans d'autres pathologies, hein. Peut-être dans l'autisme par exemple, ça peut poser un problème. Ou par exemple une personne claustrophobe, peut-être qu'effectivement là la réalité virtuelle ça va poser un problème. Mais très bonne question. J'ai juste une question un peu naïve. Ouais. Souvent les gens font la confusion, c'est pour ça, c'est est-ce qu'il y a une différence claire entre schizophrénie et bipolarité? Parce que très souvent on dit t'es schizophrène parce que tu as deux personnalités. C'est une très bonne question et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'études, dont celle qu'on fait ici à l'hôpital. On va comparer nos résultats expérimentaux avec une population schizophrène et bipolaire pour voir que dans notre tâche, dans cette fonction cognitive, elle est vraiment différente dans les deux pathologies ou c'est la même chose. Et effectivement, d'un point de vue expérimental, on voit des différences, mais d'un point de vue clinique, c'est pas facile en fait, parce que dans une des deux phases de la bipolarité, on a des symptômes qui s'apparentent à la schizophrénie. C'est-à-dire que le clinicien, il a besoin de revoir la personne dans 3 ou 6 mois pour voir si ses symptômes changent, et ce qui veut dire que ce n'est pas une schizophrénie, c'est une bipolarité. Ce qui veut dire que on peut imaginer que les traitements vont être différents déjà, l'approche clinique va être différente et ce n'est pas facile à faire d'un point de vue clinique. C'est pour ça que si ensuite on peut, d'une manière ou d'une autre, trouver des tests qui permettent d'aider au diagnostic, ça serait super. Sur les joueurs, ouais. Parce que finalement, c'est comme un sport, c'est de l'entraînement, ouais. C'est de l'apprentissage. Ouais. Et du coup, est-ce que ce que vous retrouvez au niveau de la réalité virtuelle et du jeu vidéo, est-ce que vous retrouvez par rapport à la littérature qui a été faite sur certains sports, certaines activités physiques? Très bonne question. Moi, personnellement, dans la littérature déjà, je connais pas, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment d'études un peu comparatives là-dessus, par exemple, joueur de jeux vidéo versus ping-pong, tennis. Mais j'ai toujours pensé qu'en fait, on pourrait avoir la même chose avec d'autres activités telles que justement le ping-pong, parce que on doit anticiper certains sports, on doit tout anticiper dans le temps et tout est basé sur ce qu'on voit. Donc, je pense qu'on pourrait avoir des effets absolument les mêmes. Mais les jeux vidéo, la question du jeu vidéo est pertinente pour des raisons spécifiques. Pour d'autres raisons, en fait, c'est que d'une part, on veut une activité, on peut imaginer utiliser comme programme de réhabilitation une activité qu'on peut faire facilement à la maison, qui est plaisante. Et surtout, le gros lot, ce serait en fait d'utiliser, d'avoir des tests qu'on pourrait faire pour des phases prodromales, c'est-à-dire en gros, au début de l'adolescence, durant l'adolescence et début de la phase adulte, faire des tests de dépistage avant que les symptômes sont vraiment là. Et il faut trouver un moyen, du coup, de faire du dépistage chez les adolescents. Et du coup, plutôt que leur demander de faire du ping-pong, en fait, les jeux vidéo, paraît beaucoup plus facile à induire et à proposer. Parce que du coup, ça ne sert à rien de faire personnellement, je pense que ça ne sert à rien de proposer des solutions thérapeutiques si elles ne sont pas utilisées par les personnes. Donc, ça peut fonctionner. On peut imaginer un traitement contre le cancer, il fonctionne super bien. Par contre, personne ne veut le faire. Du coup, est-ce que ça vaut le coup de le développer?
Et là, le jeu vidéo, par contre, ça peut clairement valoir le coup, puisqu'on sait que si ça fonctionne, ça sera utilisable normalement assez facilement. Voilà. Ouais. C'est juste par rapport à ton parcours et ouais. pour les gens qui tu as pas mal bougé, tu as changé de fac régulièrement, tu es parti à l'étranger pour une thèse. Est-ce que tu conseilles du coup cette mobilité, tu la conseilles ou est-ce que ça a des fois été un problème de t'avoir administratif, en plus là, le Brexit, plus le Covid, etc. C'est vrai qu'on peut se demander, je pars là-bas et si finalement la situation change, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est pas un peu dangereux? Ou est-ce qu'au contraire c'était une super expérience et il faut le faire? Ouais, Brexit ou Trump, quoi. Donc effectivement, il y a toujours un peu de pour et contre, mais moi personnellement j'ai vécu ça énormément de pour. C'est juste le contre, c'était un peu franchir le pas qui est difficile. Par exemple, ça fait peur de partir d'une ville à une autre et changer de pays, partir tout seul, ça fait peur. Mais ça apporte tellement de choses que ça vaut vraiment vraiment le coup. D'un point de vue administratif, c'est pas si laborieux que ça pour changer partir en France. Et même d'un point de vue administratif, moi, je suis arrivé juste avant le Brexit. Je suis arrivé 3 mois avant le Brexit. Du coup, en fait, juste quand on votait, je suis arrivé en Angleterre. Et en fait, l'Angleterre, pour moi, ça a été une facilité. Parce qu'en fait, c'était plus facile pour moi de trouver une thèse en Angleterre, à l'étranger, que de trouver une thèse en France. C'est d'ailleurs un peu pour ça aussi que je suis parti. Parce que c'était juste un peu la facilité. D'un point de vue administratif, c'était super facile. C'était super facile. Et j'ai vécu ça. Je me suis dit, j'ai fini mon master, super, je cherche un emploi ou une thèse. Et là, tu peux trouver sur Internet des propositions de thèse où ils te disent, en gros, voilà, vous avez 3 ans, vous avez un salaire, est-ce que vous voulez prendre le poste ou pas? Et moi, je me suis dit, au pire, je me plante pendant ma thèse parce que je suis pas suffisamment bon. Je me suis dit, si c'est le cas, c'est toujours en gros comme un CDD. Je paye pendant 3 ans pour faire des trucs qui me plaisent. Et au pire, j'aurai appris l'anglais. Ce qui est toujours bien de revenir en France après. Voilà, tu as une expérience, tu apprends des choses, tu parles anglais et puis tu n'as pas glandé pendant 3 ans, c'est cool. Donc voilà, ça fait un peu peur, mais ça vaut vraiment le coup de le faire. Indépendamment que ce soit Brexit ou Trump, je pense. Même si ça peut peser dans la balance sous nos choix, effectivement. Voilà. Ok, bah, c'est bon pour tout le monde, on peut passer à la suite. Super, merci à tous. Plaisir.